Ce monde est devenu un étrange enfer rempli de monstres invulnérables aux armes ordinaires. Le seul espoir de l'humanité réside dans quelques élus dotés de super-pouvoirs, dont le plus fort est notre MC, et. Mais même lui n'est pas tout-puissant, et lorsqu'il a été trahi par une organisation et piégé avec des dizaines de monstres, il est mort. Heureusement, il est revenu dans le passé, avant l'apocalypse. Il est rené dans le corps d'un bébé, conservant sa connaissance des monstres et son pouvoir principal qui lui permet d'absorber les pouvoirs et les capacités des monstres qu'il tue. Après avoir regardé autour de lui plus attentivement, il réalise qu'il est devenu un bébé, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, un pied chaussé d'une pantoufle entre dans sa chambre. Aeshan se met immédiatement en alerte. Se recroquevillant dans un coin de son berceau alors que l'étrange personne se penche sur lui, son esprit est submergé de pensées alors qu'il essaie de comprendre qui est cette personne et si elle fait partie de l'organisation. Mais alors, la femme se penche avec un regard affectueux et le salue en tant que Aeshan. Il semble que cette étrange femme soit sa mère. Et elle est venue voir comment il allait une fois qu'elle a réalisé qu'il était réveillé. La femme retourne à la cuisine une fois qu'elle réalise qu'il va bien. Et Aeshan, qui est maintenant Aeshan, prend un moment pour regarder autour de lui. Tout semble paisible et propre, contrairement au monde auquel il est habitué. La télé est allumée. Et il peut entendre des gens se déplacer à l'extérieur de la maison. Il ne semble pas non plus y avoir de monstres dehors. C'est clairement une ère de paix. Et s'il se retrouve soudainement ici en tant que bébé, cela signifie qu'il a dû se réincarner. Il est maintenant dans un autre monde où la catastrophe ne s'est pas produite. Et plus important encore, il n'y a pas d'organisation ici. Cela signifie que pour la première fois depuis très longtemps, Aeshan va goûter à la liberté. Malgré tout ce qu'il a traversé dans sa vie, le dieu du destin ne l'a pas abandonné. Ce jour restera à jamais gravé comme le jour d'un nouveau départ. Il jette un coup d'œil au calendrier le plus proche et voit que l'année est 2020. Ce qui signifie qu'il s'est réveillé avant la grande catastrophe. Ce n'est pas bon, car il ne peut rien faire avec son corps de bébé actuel. Il ne peut même pas se tenir debout sans se tenir à quelque chose, et ses petits membres sont trop petits pour supporter son corps. Sa gorge est également étrange par rapport à son corps plus âgé, il ne peut donc pas parler non plus. Tout cela est une terrible nouvelle pour lui, car le temps presse. Il n'a pas le temps d'être un bébé normal alors que le monde est sur le point d'entrer dans l'apocalypse. Aeshan regarde sa mère et se demande si elle est quelqu'un sur qui il peut compter. Au lieu de compter sur elle cependant. Peut-être qu'il peut simplement l'utiliser comme une marionnette pour atteindre ses objectifs. Elle doit bien servir à quelque chose. Même si elle n'a pas l'air très fiable, c'est le seul adulte auquel il peut avoir accès. Il se demande si elle est au moins flexible. Mais plusieurs boîtes tombant de l'étagère suffisent à prouver qu'elle n'est pas non plus douée de ses mains, car elle entasse une quantité de farine impossiblement élevée dans un bol en cuisinant. Elle n'est pas non plus douée en cuisine et elle manque de brûler la maison en essayant de préparer le petit déjeuner. Il est évident qu'elle ne peut rien faire. Mais elle fait au moins de son mieux pour s'occuper de son bébé. Même avec ses cheveux roussis par le feu qu'elle a provoqué plus tôt, on a déjà l'impression que c'est la fin du monde et l'avenir de sa nouvelle vie s'annonce difficile. La sonnette retentit et sa mère va ouvrir la porte pour recevoir un colis qui vient d'arriver. Avant d'ouvrir la porte cependant, elle doit trouver son portefeuille pour pouvoir payer la livraison. Alors qu'elle part chercher son portefeuille. Aeshan essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il a entendu ce mot. La dernière fois qu'il se souvient avoir entendu parler de colis. C'était lorsque des livreurs apportaient des colis pour rencontrer beaucoup de gens. Ces livreurs se sont également avérés être infectés. Et cela a fini par être une situation terrifiante. Alors qu'il commence à réaliser la situation et ce que cette livraison de colis pourrait vraiment signifier. La porte s'ouvre lentement. Et une voix macabre vient de l'autre côté, l'exhortant à prendre le colis. Alors que la porte s'ouvre complètement, c'est exactement comme Aeshan l'avait prédit. La personne de l'autre côté est infectée. Et elle s'est transformée en un monstre livreur. Aeshan ne peut pas avoir peur et même avec son corps de bébé, il doit trouver quelque chose à utiliser pour se défendre. La seule chose à sa disposition est le biberon que sa mère lui a donné et aussi un oreiller. Il attrape l'oreiller et le jette par terre. Quand soudain, le monstre lance une attaque directement sur sa tête. La puissante explosion traverse le berceau et Aeshan attrape son biberon avant de s'échapper rapidement du berceau. Et d'atterrir sur l'oreiller qu'il a jeté par terre plus tôt.
il va sans dire que si une explosion comme celle-là le touche, alors il est définitivement mort. Heureusement, il a suffisamment d'expérience dans la lutte contre les monstres de sa vie passée et de cette expérience. Il sait qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse battre son adversaire actuel. On dirait un monstre amplifié. Et en plus de cela, les tentacules sur sa tête ont l'air encore plus dangereuses. Mais une autre chose qu'il sait, c'est que les monstres forts comme ceux-ci sont terribles pour faire des virages serrés. Il lance sa bouteille légèrement sous les monstres, et celui qui fonce sur lui trébuche, vole au-dessus de sa tête et s'écrase à travers la fenêtre. Pour la première fois, Aechan est reconnaissant de toutes les batailles brutales qu'il a traversées dans sa vie antérieure, alors qu'il célèbre sa victoire. Une queue jaillit de son dos et se précipite par la fenêtre à la poursuite du monstre. Elle atteint le cadavre gisant dans la rue et dévore le noyau du monstre comme un être vivant. Aechan attrape la queue et la regarde dévorer le noyau du monstre. Il la connaît bien, car c'est la capacité qu'il avait dans sa vie antérieure, la queue de Toddy, une capacité puissante. Mais il n'a aucune idée de pourquoi il l'a encore, même après sa réincarnation. La grande catastrophe est prévue dans 4 ans, et Aechan, dans sa vie antérieure, est né 3 ans après cela. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il a une chance incroyable d'obtenir cette capacité de nulle part. Dans sa vie antérieure, il a obtenu cette capacité après avoir absorbé le noyau d'un monstre qui avait aussi la queue de Tawa. Autre fait heureux, plus une personne active son pouvoir jeune, plus il deviendra fort. Pour tester, il transforme sa main en une lame acérée et l'utilise pour frapper son berceau, le pliant instantanément. Dans sa vie antérieure, il s'était éveillé en tant que classe S quand il avait 7 ans. Mais puisqu'il a ce pouvoir en tant que bébé, alors il deviendra le légendaire en triple S cette fois. C'est son ticket pour la richesse, la gloire et les belles femmes. Dans ce cas, il n'a pas besoin de rester dans cette maison et de jouer le rôle d'un bébé innocent. Alors qu'il s'éloigne en rampant pour commencer sa nouvelle vie, le berceau qu'il a plié plus tôt commence à tomber. Et il vise droit sur lui. Aechan essaie de s'écarter, mais son corps l'abandonne et il est incapable de bouger. Le berceau en métal finit par se fissurer et commence à tomber sur le côté. Et la dernière chose qu'il voit en fermant les yeux, c'est sa mère se précipiter désespérément à ses côtés. Alors que le berceau tombe, il se souvient de sa vie antérieure et de son maître impitoyable qui lui a fait subir de nombreuses épreuves horribles. L'homme lui a fait faire des choses dégoûtantes comme manger de la nourriture pour chien pour survivre. Des choses comme ça étaient pour prouver qu'il n'est vraiment que le chien de l'organisation. Aechan serre les dents, en colère d'être considéré comme le chien de l'organisation. Il se réveille lentement. Alors que le soleil commence à briller sur son visage. On dirait qu'il s'est évanoui après avoir vaincu le monstre. Il se relève lentement et voit sa mère assise à proximité et écrivant dans un livre. On dirait qu'elle a réussi à le sauver après tout. Mais maintenant, la question est de savoir pourquoi il s'est évanoui en premier lieu. On dirait que la puissance de sa capacité est trop forte pour son corps. Il ne l'a utilisée que pendant 30 secondes. Et pourtant, cela l'a complètement épuisé et l'a laissé complètement sans défense. Pour l'instant, il doit devenir plus fort s'il veut être capable de gérer à nouveau ses pouvoirs. Pendant qu'il pense à ça, il entend les pleurs de sa mère. Il jette un coup d'œil au livre qu'elle lit et il est couvert de post-it sur la page. Elle écrit sur la façon dont elle a failli perdre son trésor. On dirait qu'elle parle de lui. Il y a aussi une vilaine échymose sur son dos. Et il est probable qu'elle ait eu cette échymose en le protégeant. Sa mère de sa vie antérieure l'aurait volontiers vendu à l'organisation pour un profit rapide. Et pourtant, cette femme s'est risquée à le protéger. Il tend une de ses petites mains pour la réconforter. Et dès qu'elle sent qu'il la touche, elle se penche et le serre dans ses bras. On dirait que cette femme est différente de l'autre. Et cela le fait décider de rester avec elle pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a toujours pas beaucoup de temps et le monde changera dans moins d'une semaine. Le prochain monstre devrait déjà être en route et il doit être capable de se battre pendant plus de 30 secondes s'il veut protéger sa nouvelle maison. À l'extérieur de leur appartement, un laveur de vitres frissonne de douleur. Alors qu'une bave bleue s'échappe de ses yeux, de sa bouche et de son nez. La bave bleue glisse et pénètre dans les canalisations en dessous de lui, en direction d'un endroit précis. Alors que Aechan réfléchit à ses prochaines étapes. Sa mère lui apporte quelque chose recouvert d'une couverture rouge. Elle retire la couverture pour révéler un chien dans une cage pour lui. Elle a eu le chien de leur voisin pour qu'il puisse avoir un compagnon.
Aishan se souvient du chien de sa vie antérieure. C'était un bâtard féroce et il n'avait jamais pensé qu'il le reverrait dans cette vie. En plus de cela, le chien est beaucoup trop gros pour être un compagnon de jeu pour bébé. Cependant, cela pourrait s'avérer être une bonne chose pour Ashjon. Sa mère est peut-être un peu étourdie. Mais on dirait qu'elle peut être utile parfois après tout. S'il entraîne bien le chien, il peut finir par devenir un allié puissant. Et il peut même devenir un moyen de transport. Avoir un gros chien n'est peut-être pas si mal après tout. Sa mère sourit au petit sourire sur son visage. On dirait qu'elle a pris la bonne décision. Et au moins, cela l'a rendu heureux. Elle les laisse jouer tous les deux pendant qu'elle va faire d'autres tâches ménagères. Aishan fixe le chien. Alors qu'il se demande ce qu'il va en faire. Pour l'instant, il va devoir le nourrir d'abord. Il donne une saucisse de la cuisine au chien. Et lui ordonne de manger. S'il la mange, alors Aishan deviendra son maître et l'entraînement pourra commencer. Malgré la tentative du bébé de former un contrat avec le chien, il semble qu'il soit trop simple d'esprit pour comprendre ce qu'ils font. Alors que le chien se penche pour ramasser la saucisse. Aishan lui écrase la tête, montrant la différence de leur dynamique de pouvoir. Cependant, même si le chien ne comprend pas ce que dit le bébé, ça ne veut pas dire qu'il tolérera le manque de respect. Il frappe Aishan avec 2 bonnes claques au visage, envoyant le bébé valser. Puis il se détourne pour déguster sa saucisse en paix, mais le bébé ne compte pas se laisser faire. Aishan bondit pour attaquer le chien avec un cri de guerre retentissant. Ils se jettent sur le chien et ils se battent, tandis que la mère rit de leur pitrerie. On dirait bien qu'ils sont déjà devenus amis. Alors qu'elle cuisine, elle se rend compte qu'elle n'a plus de farine. Mais quand elle se penche pour en chercher, un monstre de slime bleu sort de l'évier et domine le chien et le bébé qui se battent. Visant directement la femme inconsciente qui essaie toujours de trouver de la farine à utiliser pour cuisiner, le monstre de slime s'élève dans les airs et vise directement la mère de Aishan. Le chien bondit et se précipite vers le monstre avant qu'il ne puisse la blesser. Il arrive juste à temps pour la pousser dans le placard sous l'évier. Avant que le slime ne puisse l'attaquer, heureusement, la mère ne se rend compte de rien. Pendant que le slime et le chien se battent derrière elle, Aishan observe toute la scène avec un air blasé. Le monstre est bien trop faible pour causer de vrais problèmes, mais il sera quand même pénible à gérer. Son liquide rend les attaques tranchantes et les coups inutiles. Ils doivent donc trouver un autre moyen de s'en débarrasser. Sa mère essaie de sortir du placard. Mais elle est plus préoccupée par la douleur à la tête, sans même se rendre compte de la bataille intense qui se déroule entre le chien et le monstre derrière elle. Le slime finit par envelopper le chien et commence à se transformer en quelque chose de différent. Aishan va devoir agir vite avant que les choses ne dégénèrent. Il se souvient de ses batailles passées, le monstre de slime est sensible à la sécheresse. Il doit donc trouver quelque chose à utiliser pour la sécher. Il remarque immédiatement son biberon rempli de lait en poudre et l'ouvre avant de le jeter sur le monstre. Le slime recule et rétrécit avant de rebondir dans la pièce. La perte d'humidité du hall l'a paniqué et il réagit en conséquence. Aishan profite du moment où il s'arrête de bouger pour le piéger sous une poubelle. On dirait que la situation s'est calmée et le chien et sa mère sortent la tête de derrière le comptoir de la cuisine. Sa mère renverse alors accidentellement de la farine sur eux deux, les laissant encore plus désorientés qu'ils ne l'étaient déjà. À cause de la farine renversée, sa mère se précipite pour aller se laver avant que la farine ne tache ses vêtements. Pendant ce temps, Aishan continue de savourer le frisson d'avoir réussi à attraper un monstre. Les slimes peuvent être utilisés comme répulsifs naturels contre les monstres. Ce qui signifie que s'il parvient à étaler le liquide du slime sur les fenêtres, cela peut agir comme un moyen de dissuasion contre toute attaque de monstres qui pourrait se produire à l'avenir. Soudain, la poubelle commence à bouger et le slime s'échappe de dessous, profitant du silence comme d'une occasion de s'échapper. Le chien se place devant lui avant qu'il n'aille trop loin. Et Aishan se précipite pour essayer de le piéger à nouveau. Mais il parvient quand même à s'échapper, cette fois en évitant complètement de se faire piéger sous la poubelle. Avant de partir, il leur fait un doigt d'honneur en s'échappant par la fenêtre. Le slime est venu chez eux de son propre chef, a semé le chaos et a ensuite eu l'audace d'essayer de repartir tout seul. Il est peut-être faible, mais il est trop arrogant à leur goût. Et cela les met trop en colère pour le laisser s'échapper librement. Aishan attrape un parapluie à proximité comme arme et grimpe sur le chien comme un acte de confiance. Il est temps pour lui de courir après le monstre avant qu'il n'aille trop loin et ne cause encore plus de problèmes.
il est hors de question qu'il le laisse s'échapper pour qu'il puisse causer plus de problèmes pour eux ou pour les autres à l'avenir. Ils arrivent au rez-de-chaussée de l'immeuble et voient le Slim perché au sommet d'un bâtiment. Il laisse tomber son liquide sur la tête d'une fille qui passe et elle lève les yeux juste à temps pour le voir sauter et essayer de l'engloutir. Aishan et le chien se précipitent à son secours alors que le bébé essaie de comprendre quoi faire. S'il utilise sa propre force, il ne pourra certainement pas tenir tête au Slim. Mais s'il laisse le monstre se nourrir librement de la fille, l'endroit finira par devenir une mer de sang. Ce genre de scène, Aishan en a déjà assez vu dans sa vie passée. Le chien est juste assez rapide pour atteindre la fille à temps et sauter par-dessus elle, tandis que Aishan ouvre le parapluie et bloque la pluie de Slim avant qu'elle ne puisse atteindre la fille. Le Slim n'est pas découragé et saute du parapluie, cette fois dans le but d'attaquer directement le chien et le bébé. Étant donné que Aishan ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant une courte période, il n'a qu'une seule chance de l'utiliser et de mettre fin au monstre en un instant. Il lance un coup de poing amélioré avec ses pouvoirs, traversant immédiatement le monstre et le détruisant. Le Slim explose et pleut sur la zone, complètement vaincu. Alors que Aishan et le chien se tiennent victorieux après la courte bataille. Heureusement, il était à temps pour sauver la fille. Avant qu'elle ne devienne de la nourriture pour Slim, mais elle l'a aussi vu utiliser ses pouvoirs. Et elle a l'air terrifiée. Sans perdre une seconde, la fille se met à sprinter sur la route sans regarder en arrière. Il est compréhensible qu'elle se soit enfuie compte tenu de la scène à laquelle elle vient d'assister. Le plus difficile à envisager est le temps qu'il lui faudra pour nettoyer ce gâchis. Sa queue sort de sa couche et va absorber le Slim éparpillé dans la rue. On dirait que la queue a le pouvoir d'absorber la capacité d'un autre monstre. Dans sa vie passée, la seule façon pour Aishan d'absorber une nouvelle capacité, c'est de l'échanger avec la précédente. Cependant, maintenant, la queue mange rapidement tout le liquide de Slim éparpillé et transforme le pouvoir en le sien. Il teste le pouvoir en formant une boule de Slim dans sa main. Et il semble vraiment que les deux pouvoirs coexistent. Dans sa vie passée, Aishan a fait de son mieux pour s'assurer qu'il changeait le moins possible de capacité afin de ne pas se faire prendre par l'organisation. Ça a fini par causer sa perte à la fin, mais ça ne change rien au fait que l'histoire de Tao Te a évolué d'elle-même, ce qui est étrange, probablement à cause de son âge. Plus une personne est jeune lorsqu'elle commence à développer des pouvoirs, plus la puissance de ce pouvoir est grande. Et plus vite la personne est capable de s'y adapter. Aishan est devenu apte à utiliser des pouvoirs à l'âge de 10 ans, mais tous ceux qui étaient plus jeunes que lui sont morts. La plupart des enfants ne survivent pas aux toxines des monstres. Et ils ont tous fini par mourir dès qu'ils y ont été exposés. Mais maintenant, Aishan est encore plus jeune que tous les autres candidats potentiels de sa vie passée. Ce qui signifie que son potentiel de croissance est incalculable. Pendant qu'il réfléchissait à la façon de faire les choses, le chien l'a ramené à la maison en toute sécurité. Il saute du dos de sa fidèle monture et utilise ses nouveaux pouvoirs de Slim pour recouvrir la zone, s'assurant qu'aucun monstre ne s'approchera plus de sa maison. Mais rien que ça l'a déjà vidé de toute son énergie et l'a laissé épuisé. Inutile de penser à acquérir de nouveaux pouvoirs ou à s'adapter à celui qu'il a déjà. Parce que son endurance est tout simplement trop faible pour qu'il puisse faire quoi que ce soit avec ses pouvoirs, cependant. Il n'a pas besoin de trop s'inquiéter de l'avenir potentiel puisque les monstres ne devraient plus venir les déranger grâce à sa barrière de Slim. Aishan s'effondre sur le sol, épuisé. Et le chien s'approche de lui avec un regard menaçant. On dirait que le moment est enfin venu pour le chien de se venger de cette humiliation. Le chien se penche et soulève H par la peau du cou de sa chemise. Et pendant un instant, le bébé pense qu'il va être transformé en nourriture pour chien. De retour dans l'appartement, sa mère sort de la douche, complètement débarrassée de la farine qu'elle avait reçue plus tôt. Elle se dirige vers le salon pour voir comment va son fils et le voit blotti contre le chien sur le sol. On dirait peut-être qu'ils sont blottis l'un contre l'autre. Mais Aishan lutte farouchement contre le poids du chien sur lui. Les heures passent et le bébé parvient à se libérer de sa prison duveteuse. Pour se mettre au travail et protéger l'appartement, il parvient à recouvrir les fenêtres, les conduits d'aération et les tuyaux d'évacuation avec le Slim spécial. Maintenant, même si une catastrophe majeure frappe la maison, ils seront en sécurité pendant un certain temps. Pendant qu'il faisait tout ça, il a réussi à comprendre l'état actuel de la queue de Taoti. Apparemment, elle peut stocker jusqu'à 4 pouvoirs à la fois. Contrairement à sa vie passée où il devait en échanger un contre un autre. En ce moment, il peut utiliser à la fois la queue de Taiyun et ses pouvoirs de Slim.
Mais seulement pendant environ une demi-minute. Afin de se préparer à une catastrophe majeure, il va devoir faire d'autres choses. L'une des premières choses dont tout survivant a désespérément besoin dans l'apocalypse, ce sont des provisions. La plus grande cause de décès après la catastrophe n'était même pas les monstres. C'est la famine causée par la perturbation de la logistique qui a finalement conduit à la course désespérée aux provisions. Si quelqu'un parvient à faire des réserves de provisions très tôt et à éviter complètement le conflit, cette personne peut même créer des disciples. Et avoir des gens de son côté pendant les moments les plus dangereux de la catastrophe. Aishan devra s'y préparer dès que possible. Mais en tant que bébé, il y a une limite à ce qu'il peut faire. Les supermarchés sont bondés et finiront par être remplis de monstres. Si ne serait-ce qu'une seule personne est infectée, la maladie se répandra rapidement sans aucun espoir de ralentissement. Avec son corps actuel, Aishan ne pourra certainement pas gérer une grande horde tout seul. Mais il n'y a pas non plus beaucoup d'endroits où il peut se procurer des provisions pour le moment. Alors qu'il réfléchit à d'autres options qu'il pourrait avoir pour se procurer des provisions à l'avenir. Le téléphone de sa mère sonne sur la table du salon. Il va vérifier qui c'est et voit des messages arriver du groupe de discussion du propriétaire. Heureusement, son téléphone n'est pas verrouillé, il peut donc facilement l'ouvrir et voir ce qui se passe. Les gens dans le groupe de discussion parlent d'un virus bizarre qui se répand et de la façon dont les personnes infectées par le virus se transforment en monstres. Il est clair qu'ils ne connaissent pas encore la gravité de l'apocalypse qui arrive et Aishan est plus qu'heureux de les éclairer un peu à ce sujet. Il crée furtivement un compte et entre dans la conversation, informant les gens qu'une grande catastrophe arrive. Et qu'ils doivent se procurer des provisions avant que tout ne sombre dans le chaos. Bien qu'il essaie de les aider en leur donnant des instructions soigneusement guidées. Il est clair que personne ne le croit. Le fait qu'il n'ait même pas encore de profil puisqu'il vient de créer le compte n'arrange pas non plus les choses. Il n'y a rien qu'il puisse faire en tant que bébé. Et les formulaires en ligne ne sont pas d'une grande aide non plus. À ce rythme, ils finiront tous par mourir avant même que l'organisation ne se forme. Une demande d'amis arrive soudainement sur le téléphone. Il accepte la demande par curiosité et la personne à l'autre bout va droit au but et lui dit qu'elle veut conclure un accord avec lui s'il cherche vraiment des provisions. Le nom d'utilisateur de la personne est Dot et ça semble familier au bébé. C'était le même nom d'une femme qui travaillait pour l'organisation et qui s'appelait aussi Bot. Son intuition est juste. Et la personne de l'autre côté de l'écran est. En effet, la femme à laquelle il pense se détend sur sa chaise dans une pièce remplie d'ordinateurs et de gadgets. Tout en lui envoyant des messages, on dirait que les choses sont sur le point de devenir très intéressantes pour elle. Il est clair que la personne à qui elle parle est très prudente. Cependant, avant de conclure un accord, elle veut connaître son plan. Parler avec eux est déjà devenu très pénible, et ils ont à peine échangé quelques mots. Elle décide donc d'être directe et de lui faire une proposition dans l'espoir de conclure leur accord. Elle propose de lui donner toutes les fournitures qu'il souhaite, que ce soit de la nourriture, de l'eau, une armure ou tout ce dont il pourrait avoir besoin. La seule chose qu'elle facturera, c'est toute information dont il a besoin. Cela coûte 100 millions de yens. Mais le transport pose également problème, alors elle propose de lui donner les informations dont il a besoin. S'il lui donne 20% des fournitures qu'il collecte. Le ton de sa voix et le prix de départ de 100 millions de yens ressemblent à quelque chose de plus approprié pour un élève de primaire. En y regardant logiquement. Il est impossible que la personne à qui il parle ne soit pas celle dont il se souvient de l'organisation. Il continue de communiquer avec elle, lui demandant directement pourquoi il devrait croire quoi que ce soit qu'elle dit. De plus, il lui demande également pourquoi il devrait même accepter les négociations en premier lieu. Elle lui demande. S'il espère devenir un ennemi au lieu d'un allié. Elle préférerait qu'ils s'entendent bien au lieu de se chamailler ou de se méfier l'un de l'autre. Le bébé accepte et demande à savoir. Où se trouve l'endroit pour récupérer les fournitures. Elle lui dit qu'elle a mis les informations dans une boîte aux lettres au rez-de-chaussée de l'immeuble. Où il vit. L'organisation n'est pas encore formée, ce qui signifie qu'elle n'en est pas encore une dirigeante. Et malgré cela, elle reste une femme dangereuse qui utilise l'information pour manipuler les gens à son profit. Une fois qu'elle a jeté son dévolu sur sa cible, elle utilisera toutes les astuces qu'elle connaît. Pour exploiter la personne au maximum. Il est impossible qu'elle veuille s'entendre avec quelqu'un à qui elle vient de commencer à parler. Elle veut juste l'attirer dans un piège en utilisant l'information comme appât. Cette fois, cependant,
Aishan est au courant de ses ruses. Et c'est lui qui va semer la zizanie, pas elle. Il se repose d'abord et dort pendant 2 heures. Au moment où il se réveille, son endurance épuisée d'avant est complètement rétablie. Il est prêt à aller chercher les informations dont il a besoin. L'ascenseur a des caméras de sécurité et il ne veut certainement pas révéler son identité si facilement. Il se tourne donc vers les escaliers. En arrivant, il se rend compte qu'il y a un problème avec son plan. Il est encore un bébé et les escaliers sont beaucoup trop difficiles à gravir avec son corps actuel. Dans ce cas, il doit compter sur son compagnon poilu. Il se tourne vers le chien qui dort sur le canapé, sachant que le cabot est son seul espoir d'atteindre cette boîte aux lettres. Aishan va réveiller le chien en lui attrapant la queue et en le traînant, mais le chien n'est pas content. Il gifle Aishan avec sa queue, en voyant le petit enfant voler avec une joue rouge. Et Aishan pensait qu'il avait réussi à dompter la bête, mais il semble qu'il ne soit toujours pas en bon terme. Aishan aperçoit quelque chose sur le comptoir de la cuisine qui devrait pouvoir l'aider. C'est une boîte de friandises. Et il devrait pouvoir l'utiliser pour attirer le chien et l'aider. Il verse des friandises pour chien dans ses mains et les approche de son nez. En quelques secondes, le chien se lève et accepte immédiatement le marché. Il semble que, malgré son visage sévère, le cabot soit en fait assez facile à satisfaire. Son transport étant assuré, la prochaine étape consiste à se rendre à l'endroit où elle a déposé les informations. Avant que sa mère ne se réveille, il promène le chien dans l'immeuble et finit par arriver à l'endroit où se trouvent les boîtes aux lettres. À l'intérieur de l'une des boîtes aux lettres, il y a une lettre rose qui dépasse. C'est évidemment ce qu'il recherche. Mais il y a aussi une caméra qui surveille la zone. Il est évident qu'elle veut utiliser la caméra pour confirmer son identité. Si cela arrive, ces informations seront vendues immédiatement. Et il perdra l'avantage. Elle ne s'en prend pas aux gens qu'elle ne connaît pas. Il doit donc garder son anonymat coûte que coûte. Dans ce cas, il doit juste la déstabiliser. Le bébé active ses pouvoirs, étirant de fins filaments rouges dans la pièce. Et scrutant les environs à la recherche de quelque chose de suspect. Outre la caméra de sécurité de l'appartement. Il parvient à trouver 3 autres caméras cachées, probablement installées par elle. Il est évident qu'elle veut désespérément révéler son identité. Elle rit dans sa salle informatique, attendant avec impatience de voir quel genre de pigeon tombera dans son piège cette fois. Cependant, sans que personne ne s'approche de la boîte aux lettres. Elle reçoit une confirmation de la personne à qui elle parle qu'il a déjà récupéré les informations. Elle regarde désespérément les images de la caméra, mais la seule chose qu'elle voit sur le flux est un chien qui se tient nonchalamment à côté de la boîte aux lettres. Elle ne se doute pas que derrière le chien se trouve la cible de son agacement. Qui essaie sournoisement de lire la lettre à son insu. Il a réussi à déterminer où se trouvait l'angle mort de la caméra et à utiliser son compagnon à fourrure pour se cacher et lire la lettre discrètement. Il attrape le prospectus dans la boîte aux lettres et s'éloigne précipitamment sans se faire remarquer. Le prospectus lui indique une liquidation dans un supermarché du coin, et c'est probablement là qu'il doit aller. Alors qu'il lit le prospectus, Hot l'appelle frénétiquement sur son téléphone, lui demandant de révéler qui il est exactement. Il la nargue en lui disant qu'il révélera son identité. Si elle lui donne 100 millions de yens. Cela met Hot encore plus en colère face au fait que, qui que soit cette personne, elle la sous-estime clairement. Et elle veut s'assurer qu'il le regrette. Elle active un système de surveillance araignée caché dans une gouttière et lui ordonne de scanner tout le bâtiment. L'appareil en forme d'araignée est équipé d'une caméra et est également étanche à la poussière, à l'eau et résistant aux températures. Aimant, haute vitesse et décharges électriques. L'araignée se dirige vers Aishan et le chien, mais elle est immédiatement écrasée par une paire de pantoufles duveteuses descendant les escaliers derrière eux. Hot crie de douleur. Alors que son robot à 30 millions de dollars est détruit en quelques secondes. La personne responsable de sa destruction est sa propre mère, et elle est descendue les chercher après ne pas les avoir vus depuis un moment. Hot pleure la perte de son appareil araignée. Mais heureusement, il semble que la fonction audio fonctionne toujours. Elle peut entendre une voix féminine de l'autre côté. Et puis elle réalise que la fonction d'appel fonctionne aussi, ce qui signifie qu'il devrait aussi pouvoir l'entendre. Elle prend le micro et essaie de menacer celui qui est à l'autre bout du fil. Les avertissant qu'ils n'ont pas gagné juste parce qu'ils ont réussi à écraser son araignée. Maintenant qu'elle a entendu leur voix, elle peut exposer tous leurs messages et leur sombre passé sur Internet. Elle continue de les narguer,
mais celui qui est à l'autre bout du fil ne répond pas. Au lieu de cela, il continue de parler à quelqu'un d'autre, commentant le fait qu'il porte des vêtements légers et qu'il pourrait prendre froid. C'est alors que Hot réalise que la personne à l'autre bout du fil ne peut pas l'entendre et qu'elle s'est parlé à elle-même tout le temps. En plus de cela, après avoir fait quelques recherches, même avec son vaste réseau et ses connexions, elle ne semble pas pouvoir découvrir qui est la personne de l'autre côté. Qui qu'ils soient, ils sont complètement cachés et elle n'en a aucune idée. Pendant ce temps, Aishan se fait ramener gratuitement à l'appartement par sa mère. Elle le gronde pour être sorti tout seul et lui dit à quel point c'est dangereux. Pendant ce temps, l'araignée mécanique gît écrasée sur le sol. Et elle ne peut être utilisée qu'à 4% de ses capacités. Hot finit par recontacter H et dit au bébé qu'elle donnera les informations gratuitement ainsi que les fournitures. On dirait qu'elle a déjà abandonné et c'est presque décevant de voir avec quelle facilité elle a abandonné malgré tous les problèmes qu'elle a causés. Quand ils reviennent à l'appartement, Aishan est étonnamment tiré d'affaire pour être sorti de l'appartement. Sa mère pense que le chien a ouvert la porte tout seul. Et que le bébé est sorti en rampant ensuite alors qu'il était encore à moitié endormi. À cause de cela, il ne pourra pas utiliser le chien pendant un certain temps. Et il a été attaché pour éviter d'autres incidents comme ceux-ci selon Hot. Un supermarché de type entrepôt ouvrira bientôt, ce qui signifie qu'elle va leur donner des fournitures provenant d'un inventaire qu'elle a volé à d'autres. Que Hot fasse cela si volontiers, elle est plutôt généreuse malgré tout. S'il va rassembler des matériaux, alors il doit le faire plus tôt que tard, mais il doit d'abord trouver un moyen de se rendre au supermarché en premier lieu. Il a laissé un prospectus sur la table pour que sa mère le voie, mais elle ne l'a même pas remarqué. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse simplement lui parler directement de la fin du monde. Mais il va devoir faire quelque chose. Alors qu'il essaie de trouver quoi faire, il l'entend parler du fait qu'il ne reste que 5 jours de lait. C'est une occasion parfaite et il peut l'utiliser à son avantage. Il renverse la tasse de lait sur la table et fait ensuite semblant de dormir encore quand elle vient vérifier le bruit. Quand elle va nettoyer le lait, elle remarque enfin le prospectus sur la table pour le supermarché. Elle le ramasse et commence à envisager d'aller y jeter un coup d'œil et tout se passe selon le plan de Aishan. Le jour arrive enfin pour le voyage à l'entrepôt et elle habille le bébé avec des vêtements roses, à son grand désarroi. Pendant qu'ils sont tous les deux dehors, le chien a été laissé à la maison avec beaucoup de nourriture à manger. Ils arrivent au supermarché, mais avant qu'elle ne puisse entrer, un agent de sécurité se précipite pour lui demander ce qu'elle fait dans la région. Il lui dit qu'il y a une maladie infectieuse qui se propage et que les gens sont censés s'abstenir de se déplacer. La mère essaie de lui dire qu'elle veut juste acheter du lait en poudre pour son bébé, mais le garde ne veut rien savoir de ses excuses. C'est un fonctionnaire du gouvernement et H. John sait que le gouvernement va bientôt disparaître. Ils n'ont donc pas à s'inquiéter de choses comme celle-ci pendant longtemps. Le garde ne fait cela que parce qu'on lui a ordonné de le faire et il lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle. Alors qu'il lui parle, il ne remarque pas le monstre qui se faufile derrière lui. Jusqu'à ce qu'il pose sa main sur la tête de l'homme. En un instant, le monstre serre sa main et la tête de l'homme éclate comme un ballon sanglant. Puis il jette son dévolu sur la mère et l'enfant sans défense. Ce monstre est beaucoup plus grand que tout ce que Chan a affronté jusqu'à présent et c'est un type prolifératif fort. Donc il n'a pas de point faible particulier, soit il ne veut pas révéler sa force, mais s'il n'utilise pas son pouvoir, lui et sa mère mourront ici, il n'y a pas de temps à perdre. Et il est sur le point de passer à l'action. Mais sa mère l'arrache de la poussette et essaie de s'enfuir. Aishan sait que fuir est inutile puisque cette chose est d'une espèce complètement différente. C'est bien plus rapide qu'un humain et sa mère n'a aucun espoir de s'échapper à pied. Alors que le monstre se rapproche d'eux, Aishan remarque un boîtier d'extincteur sur le mur, puis il utilise ses pouvoirs pour briser le boîtier. Il explose et recouvre toute la zone de gaz. Le nuage soudain suffit à Aishan pour se dégager des bras de sa mère. Et attaquer le monstre, l'envoyant voler et s'écraser contre un mur. Il a environ 30 secondes, jusqu'à ce que la poussière retombe, pour s'occuper de ce monstre. Dans ces 30 secondes, il va devoir régler le combat avec ce monstre avant que sa mère ne remarque ce qui se passe. Sa mère s'est évanouie à cause de l'attaque soudaine du monstre. Il doit donc s'assurer de tout régler avant qu'elle ne se réveille. Heureusement pour lui, elle est inconsciente depuis le choc précédent. Mais il n'y a pas de temps à perdre, le type prolifératif a son noyau dans sa tête. S'il parvient à frapper sa tête, il mourra définitivement d'un seul coup. Cependant,
le monstre est toujours indemne même après le coup qu'il lui a donné plus tôt. Aishan doit s'assurer d'achever la bête d'un seul coup avant qu'elle ne se relève et ne le blesse, lui ou sa mère. Il n'y a pas de raccourci qu'il puisse utiliser comme toutes les autres fois. Cette fois, il va devoir le combattre de front avec sa propre force. Heureusement, il peut au moins se tenir debout cette fois et n'a pas à ramper. Le monstre prend l'initiative et saute sur l'enfant, mais Ean parvient à esquiver. Avant qu'il ne puisse le terrasser, il utilise ensuite sa capacité pour découper le monstre avec de fins brins de son pouvoir taudis. Il n'a pas réussi à éliminer le monstre, mais il a au moins réussi à le faire saigner. Après cette lourde attaque, les choses ne s'annoncent pas très bien pour l'instant, mais H est sûr que c'est lui qui va gagner. Il se précipite pour attaquer à nouveau le monstre, cette fois sûr qu'il peut au moins tenir tête grâce à son petit corps. Il est capable d'esquiver facilement la plupart de ses attaques. Et utilise la ficelle de sa capacité taudis pour se balancer autour de son corps et l'enrouler autour de lui. Puis, une fois qu'il atterrit, il tire à nouveau sur la ficelle, la coupant instantanément. On dirait qu'il a le dessus. Mais il doit encore frapper le monstre à la tête. Pour le vaincre. Heureusement pour lui, avec un corps aussi grand, il est difficile de viser un bébé qui se déplace rapidement. Il ne peut pas non plus utiliser toute sa force. À cause de la vitesse à laquelle il est forcé de se déplacer. Pour le monstre, ce serait comme essayer de chasser une souris. Finalement. Aishan est sur le point de distancer et de surpasser le monstre, l'épuisant parfaitement jusqu'à ce qu'il puisse à peine bouger. Tout cela grâce à l'expérience qu'il a acquise lors des batailles de son ancienne vie jusqu'à présent. Grâce aux attaques constantes du bébé, la puissance du monstre a été considérablement réduite. Et un coup de plus devrait suffire à le terrasser. Il ne doit pas être trop suffisant cependant. Et bien que le monstre ait été sévèrement affaibli par les attaques constantes, il utilise toute sa force pour saisir l'un des pics de son dos et le jeter sur le bébé avec une force incroyable. Aishan est assez rapide pour esquiver l'attaque. Mais il parvient quand même à lui faire une profonde coupure au front. Il s'éloigne en sautant, mettant une distance significative entre lui et le monstre avant qu'il ne puisse lancer une autre de ses attaques. S'il continue à attaquer comme ça, le bébé n'a aucune chance de se rapprocher pour l'achever. Pour l'instant, il doit essayer de trouver une autre stratégie, comme une attaque surprise. Ou il doit trouver un moyen de détourner son attention. Il ne reste plus de temps non plus. Et il ressentira bientôt les effets secondaires de l'utilisation de toute la force de ses pouvoirs. Pour l'instant, il devra peut-être courir et emmener sa mère avant qu'elle ne se blesse. Alors qu'il essaie encore de comprendre quoi faire, il remarque sa mère qui regarde autour d'elle, impuissante, au rez-de-chaussée. On dirait que son temps est écoulé plus vite qu'il ne l'avait prévu. Et maintenant, elle s'est réveillée et elle le cherche désespérément. Alors qu'elle le cherche, elle se retrouve face au monstre et le regarde avec choc. Au lieu de courir cependant, elle fouille dans sa poche pour prendre quelque chose. Et Aishan lui crie désespérément de s'enfuir parce qu'elle ne pourra certainement pas affronter le monstre toute seule. Mais en tant que mère du protagoniste, elle a certainement quelques tours dans son sac. De sa poche, elle sort un pistolet paralysant et le tire sur le monstre, le frappant avec une intense électricité. Et le faisant se figer. C'est peut-être peu orthodoxe, mais c'est exactement la diversion que le bébé recherchait. Aishan saute du bâtiment vers les rues en contrebas. Juste au moment où le monstre se rétablit et frappe sa mère, l'envoyant voler en arrière alors qu'elle tombe au sol, regardant commodément loin du monstre. Aishan descend des cieux avec une attaque massive dans l'intention d'éliminer les déchets une fois pour toutes. Le monstre lève les yeux juste à temps pour voir un bébé avec une accumulation massive d'énergie sur sa jambe descendre sur lui à grande vitesse. L'attaque touche directement la tête du monstre, la brisant immédiatement et le tuant instantanément. Sa mère est toujours au sol. Inconsciente alors que le bébé s'approche d'elle pour vérifier son état. Même s'il ne l'aime pas encore beaucoup. Il aurait été bien plus dangereux pour lui si elle n'avait pas été là pour essayer de le protéger. Non seulement elle est venue essayer de le sauver malgré le danger, mais elle a aussi risqué sa vie pour le sauver. Elle a encore beaucoup d'entraînement à suivre avant de pouvoir lui être utile. Mais on dirait qu'il peut au moins lui faire confiance, pensa-t-il. Les répercussions de son pouvoir le frappent de plein fouet. Et il s'effondre à côté d'elle. Il perd connaissance. Quand il se réveille bien plus tard, il a un bandage sur la tête. Et un étrange homme aux yeux rouges est en train de lui changer sa couche. Aishan ne reconnaît pas cet inconnu.
Et sa première réaction de défense est de faire pipi sur l'homme pour essayer de l'effrayer. Sa mère se précipite pour s'excuser, espérant que l'étranger ne se vexe pas. Il essuie le pipi de son visage, acceptant le fait qu'il a probablement juste effrayé le gamin et que c'est pour ça que c'est arrivé. Il lui demande ensuite si elle s'entend bien avec le chien, et il semble que sa mère connaisse l'homme. L'homme est probablement l'ancien propriétaire du chien et il la remercie de s'occuper de ce cabot. Aishan est plus préoccupé par le fait que sa mère a forcément vu le monstre qui les a attaqués plus tôt. Mais elle agit comme si de rien n'était. Puis il remarque que ses cheveux sont mouillés. Ça veut probablement dire qu'elle pleurait en secret pendant qu'il dormait. L'homme lui dit qu'ils vont faire des provisions et l'invite à venir avec eux. Ça attire l'attention de Aishan. Car il réalise que faire des provisions et tout acheter avec l'aide d'autres personnes n'est certainement pas une mauvaise idée. Avant de les suivre, il doit quand même récupérer le noyau de cristal du monstre qu'il a vaincu. Il saute de sa poussette et se précipite vers les restes du monstre. Une fois qu'il utilise sa queue de crapaud pour l'absorber, il gagne immédiatement le pouvoir du monstre. Cette fois, il semble que ce soit une compétence de durcissement et elle a déjà fusionné avec son flux sanguin. Ce n'est pas une mauvaise compétence. Et maintenant, il peut utiliser sa queue comme une sorte de bouclier. Mais avant de retourner à sa poussette, il remarque l'étrange homme d'avant en train de téléphoner. Il parle avec quelqu'un. Et il semble parler du fait que lui et sa mère sont tous les deux un fardeau pour eux. Il révèle aussi que la raison pour laquelle il les emmène tous les deux est qu'en cas d'urgence. Ils peuvent servir de leur et être au moins un peu utiles. Ce type est complètement fou et il est clair qu'il a de mauvaises intentions. Il dit à la personne à l'autre bout du fil de prendre un autre véhicule et de prendre plus de provisions. Alors que Aishan écoute la conversation, il cogne accidentellement le camion derrière lequel il se cache. Et l'homme se retourne rapidement, prêt à attaquer quiconque l'espionne. L'homme s'approche de lui, mais il s'attend clairement à voir quelqu'un de menaçant et voit à la place un petit bébé, ce qui le fait baisser sa garde. L'homme tapote la tête de Aishan et lui demande comment il est arrivé là. Puis il reprend le téléphone et dit à la personne à l'autre bout que le bébé a entendu leur conversation, mais il s'en fiche car ce n'est qu'un bébé. En plus, comme Aishan n'est qu'un bébé, le tuer ne sera pas un problème. Le bébé baisse la tête anxieusement après avoir réalisé que le type est complètement dingue. Ils s'entassent tous dans une voiture. Et sa mère l'attache dans un siège de sécurité pour enfants à l'arrière. Puis il se prépare à partir avec l'homme et 3 autres personnes dans la voiture. Aishan ne fait pas confiance à ce fou pour conduire. Mais il ne peut rien y faire. S'il pouvait au moins utiliser son pouvoir. Alors il pourrait écraser le fou en un instant et prouver qui est le plus fort. Les autres dans la voiture font connaissance et sa mère essaie d'entamer une conversation en offrant des collations aux autres. C'est incroyablement étrange que ces gens semblent si calmes malgré tout ce qui se passe. Aishan commence à se demander s'ils ont même vu des images des monstres. Et pourquoi quiconque sortirait en ce moment? L'homme démarre la voiture et fait signe à la personne au complexe où ils séjournent alors qu'ils partent. Aishan réalise que leur manque de conscience est probablement une sorte d'autodéfense. Après tout, même si les gens voient des monstres ou des cadavres, cela ne signifie pas toujours que le monde est en train de finir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est agir normalement et essayer de cacher leur peur. Alors qu'ils continuent de traverser la ville, Miss Ling sort une boîte de sandwich pour partager avec tout le monde dans la voiture. Les gens dans la voiture sont tous des résidents de l'immeuble où Aishan et sa mère séjournent. Il y a sa mère, Ling Yingyu, une résidente de la chambre 502. Ensuite, il y a Danko, un résident de la chambre 103 et enfin, il y a Ryukezan, un résident de la chambre 104. Sa mère continue d'offrir des collations aux autres dans la voiture pendant qu'ils se rendent au supermarché. Ryukazan demande à sa mère comment elle fait pour élever un enfant seul malgré la difficulté de la situation. Après tout, elle est jeune et belle. Et il ne semble pas qu'elle travaille non plus. C'est aussi dangereux de sortir avec un enfant. Sa mère avait initialement envisagé de le laisser à la maison. Mais elle a remarqué que chaque fois que Aishan est laissé seul, il commence à agir bizarrement. Elle a dû l'emmener avec elle après y avoir longuement réfléchi. Aishan essaie inconsciemment de faire taire sa mère, qui soupire en pensant à tout le chaos qui s'est produit. À cause de son enfant ces derniers jours, l'un des hommes à l'avant est Shin Minoru de la chambre 504. Le chauffeur remarque que Ling est utile au combat, surtout puisqu'elle a réussi à abattre un gros monstre avec son pistolet tasé.
Ils ont aussi amené le chien dans le camion qui les suit, donc ils ont une puissance d'attaque supplémentaire si jamais il se passe quelque chose. La mère de Yeon ne se souvient pas de ce qui s'est passé et elle ne réalise pas que c'est son enfant qui a fait tout le travail. Alors qu'il continue de traverser la ville, le chauffeur réalise que quelque chose ne va pas. Il devrait y avoir plus de monstres. Mais l'endroit est étonnamment vide. Soudain, il remarque quelqu'un qui court sur la route, cherchant clairement de l'aide. Alors qu'elle court sur la route à la recherche d'un endroit où se cacher, le mur d'un bâtiment voisin s'effondre. Et une main se tend vers elle. Puis elle est soudainement submergée par plusieurs monstres en même temps. Le chauffeur leur dit de s'accrocher. Alors qu'il essaie de manœuvrer la voiture pour éviter une collision avec les monstres et la fille, la voiture et le camion dérapent tous les deux pour éviter le petit groupe de monstres. Et ils ont réussi à passer en toute sécurité. Le chien aboie bruyamment sur la banquette arrière alors que les monstres se pressent autour de la fille et la tirent au sol. Elle appelle à l'aide alors que les monstres s'empilent sur elle et l'attaquent. Cette journée a été vraiment mouvementée depuis le moment où Aechan et sa mère ont quitté leur maison. Ils sont entourés de monstres. Étage H prend un moment pour analyser la situation dans laquelle ils se trouvent. Les monstres à tête d'insectes qui entourent la voiture ont tous des marques de piqûres sur le cou. Le maître de tous les monstres doit être une sorte de cyborg. Les maîtres des parasites sont des monstres de type parasite. Et ils ont la capacité de transformer les humains en cyborgs. Leur pouvoir n'est pas grand individuellement, mais en grand nombre, c'est une autre histoire. Et tant que le maître court, les monstres cyborgs ne feront que se multiplier. La meilleure chose qu'ils puissent faire est de trouver un moyen de s'échapper. Immédiatement, le reste des monstres insectes qui ne s'empilent pas sur la pauvre fille de tout à l'heure commencent à se diriger vers la voiture pour attaquer ceux qui sont à l'intérieur. Ils sont beaucoup trop près au goût du chauffeur. Et en quelques secondes, l'un des monstres réussit à traverser le pare-brise. Aechan regarde autour de lui et sait qu'il est tout à fait possible pour eux tous de survivre à cette situation. Mais il doit les chasser rapidement avant qu'ils ne deviennent trop nombreux. Malheureusement, il ne peut utiliser ses pouvoirs que pendant 30 secondes. Et s'il gaspille tout ici, alors c'est fini. Il regarde autour de la voiture et se demande si l'un des passagers est capable de se battre. Ryu regarde désespérément hors de la voiture la fille qui se fait battre et dévorer par les monstres. Elle crie aux autres dans la voiture d'arrêter de perdre du temps et de la sauver. Cela énerve immédiatement Aechan car il réalise qu'elle va être un fardeau pour eux à l'avenir. Au lieu d'essayer de trouver un moyen d'aider tout le monde, elle crie pour que tout le monde la sauve. Il pourrait aussi bien la laisser car ce n'est pas comme si elle était utile au combat. Shin Minoru leur dit qu'il ne devrait pas aller sauver la fille. Elle a déjà la même blessure que tous les autres monstres sur le cou. Ce qui signifie qu'elle est très probablement déjà une cause perdue. Shin Minoru a clairement des yeux perçants, mais il est probablement trop vieux pour être d'une quelconque utilité dans une bataille. Mais il pourrait au moins être assez fort pour transporter des fournitures. Le chauffeur demande s'ils doivent foncer dans le tas. Mais s'ils vont foncer, alors ils devraient d'abord s'occuper des monstres avant qu'ils ne soient tous anéantis. Aechan n'aime pas cette idée car il semble qu'il essaie de les faire tous tuer. Ils ne peuvent pas compter sur ce type quand ça compte vraiment. La personne qui conduit le camion derrière eux est très probablement le même. Danko ramasse un objet dur quelque part dans la voiture. Et annonce qu'il ira aider comme il le peut. Il a l'air d'une mauviette. Mais il pourrait aussi être le genre de personnage qui part étonnamment en vrille de nulle part. Il essaie de dire qu'il n'a pas peur. Mais il est clair qu'il n'est pas du tout fiable. On dirait qu'il n'y a vraiment personne dans la voiture qui puisse abattre les monstres qui les entourent. Sa mère fouille dans son sac pour prendre le pistolet qu'elle utilisait plus tôt. Une fois que Den entend qu'elle sort avec son pistolet, il décide qu'il n'a plus besoin d'y aller. Alors qu'ils sont tous en train de parler, un objet pointu poignarde soudainement la voiture, traversant directement la poitrine de Den. Puis il est soudainement jeté hors de la voiture comme une poupée de chiffon. Puis des griffes acérées s'enfoncent dans le côté de la voiture et un monstre insecte différent déploie sa tête terrifiante dans la voiture et poignarde immédiatement une griffe dans Ryu, la tuant immédiatement. On dirait que c'est le corps principal de tous les cyborgs. Il devait se cacher quelque part, attendant le bon moment pour bondir. Puisqu'il n'y a personne de fiable dans la voiture, on dirait que le bébé va devoir se bouger et gérer cette situation. Avant qu'il ne puisse se lever, cependant, un dard acéré se dirige droit vers sa mère. Il n'est pas assez rapide pour l'arrêter avant qu'il ne s'approche d'elle. Mais au lieu que le dard la poignarde,
il poignarde de manière inattendue le coussin de la voiture à la place. Il regarde vers l'avant de la voiture pour voir Shin Minoru retenir le monstre de manière inattendue. Shin Minoru réalise que cette personne doit être le chef de tous les monstres. Le monstre se retourne et essaie de le poignarder au visage, mais il attrape le dard et le casse à la place. Il est clair que cet homme est quelque chose d'autre, puisqu'il a réussi à abattre le chef de tous les monstres à main nue. Le monstre hurle alors qu'il enfonce son propre dard dans son cou. Alors que les cris du monstre finissent par s'estomper, il meurt et Shin Minoru lâche son cadavre, le faisant s'écraser sur le sol. Alors qu'il essuie le sang de son visage, il se plaint de vieillir, tandis que Aechan le regarde avec adoration, réalisant que ce vieil homme est une véritable force de la nature. Mais il réalise alors que le combat n'est pas encore terminé, le monstre au sol a une seconde phase et ils ne peuvent pas baisser leur garde. Aechan ne sait pas qui est ce vieil homme, mais viser le cœur ne suffit pas à tuer le monstre. Comme il s'y attendait, le monstre commence à se relever. Et il est clair qu'il est sur le point d'attaquer à nouveau, il n'a pas de voix pour parler. Il n'a donc qu'un seul moyen d'avertir le vieil homme avant que les choses ne tournent mal. Il crie aussi fort qu'il le peut, ce qui incite le vieil homme à regarder derrière lui et à éviter de justesse une attaque sournoise du monstre insecte. Le vieil homme a déjà vu ça, quand il était encore dans la division spéciale de combat. Il réalise immédiatement que le monstre ne mourra pas en lui poignardant le cœur. Cela explique pourquoi l'homme semble si fort, il travaillait dans la division spéciale de combat et c'est pourquoi il a suivi un entraînement. Pour s'occuper de monstres comme cela, l'homme saute de la voiture pour attaquer le monstre et le faire tomber. On dirait qu'il ne mourra pas facilement avec des méthodes simples. Alors Shin Minoru décide que cette fois, il utilisera toute son énergie pour écraser le monstre une fois pour toutes. Il attrape le monstre par la tête. Et il lui enfonce son genou dans le visage, ce qui fait craquer le crâne immédiatement. Rien qu'avec le peu de combat qu'il mène, il est évident qu'il a une connaissance approfondie du combat. Et le fait qu'il ait pris la décision de viser la tête si rapidement montre qu'il aurait dû réaliser plus tôt que le vieil homme était de l'armée. Et qu'il possède des compétences spéciales que les autres dans la voiture n'ont pas. Dans sa vie antérieure, lorsqu'il était le chien de l'organisation, même si l'armée avait déjà été anéantie au moment où il a commencé à y aller. Il a entendu des rumeurs selon lesquelles, après l'effondrement du gouvernement, l'armée est devenue la plus grande force de résistance contre les monstres. C'étaient les ennemis de l'organisation à l'époque. Mais parmi eux, il y avait la division spéciale de combat qui travaillait au sein de l'unité centrale. Il semble qu'ils aient subi un entraînement spécial. Et ils étaient une épine dans le pied de l'organisation. Grâce aux efforts de l'homme, ils peuvent enfin aller au supermarché et obtenir les provisions dont ils ont besoin. Sa mère suggère initialement qu'il rentre aussi à la maison. Mais Shin Minoru rejette immédiatement l'idée et lui dit que s'il rentre à la maison, quelque chose d'autre pourrait arriver. Ils doivent donc continuer à avancer. On dirait qu'ils ont enfin une personne fiable dans leur équipe, mais maintenant Aechan doit trouver comment faire passer ce type de leur côté. Peut-être qu'il peut envoyer un faux ordre militaire. Ou il peut faire chanter Hot pour qu'elle envoie des informations privilégiées. Ou il peut simplement s'accrocher à l'homme et le forcer à les protéger. Rien que de penser à utiliser l'homme à des fins personnelles, le bébé esquisse un sourire diabolique. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, l'homme lui tapote la tête, puis il dit à Miss Lin de rester près de lui avec Aechan pour qu'il puisse les protéger un peu. Elle accepte immédiatement et promet de ne pas être un fardeau pour lui et de le suivre avec diligence. Il lui dit de ne pas trop attendre de lui et qu'il veut juste les aider. Elle remercie l'homme pour son aide plus tôt pour avoir vaincu ce monstre boss. Mais il lui dit de ne pas en parler. Après tout, si Aechan n'avait pas crié plus tôt, alors il serait certainement mort de l'attaque du monstre. Puis il dit au petit bébé que plus quelqu'un est stupide, plus il désire le profit. On dirait presque qu'il pouvait lire dans les pensées de l'enfant et connaître les pensées égoïstes qu'il avait eues plus tôt. Aechan croise les bras et décide d'accepter paisiblement l'aide de l'homme. Mais il sait que la personnalité de Shin Minoru finira par être sa perte. Ils atteignent enfin le supermarché qu'ils visaient depuis le début, mais le portail est fermé. On dirait que c'est leur jour de congé. La publicité disait que le supermarché serait ouvert. Mais l'endroit est clairement fermé pour affaires. Aechan sait que Hot est un maître à cœur et qu'elle a probablement fermé le supermarché à distance. Soudain, la porte s'ouvre. Et le chauffeur leur explique qu'il a demandé à un ami d'ouvrir la porte à distance depuis un autre endroit. En disant cela, il sourit et montre son téléphone,
leur rappelant qu'il devrait penser à remercier son ami plus tard. Cela rend Aeshan méfiant. Et il sort discrètement le téléphone de sa mère de son sac pour le vérifier. Il ouvre les messages et voit que Hot lui a envoyé un message récemment l'informant qu'elle avait vu leur voiture sur la caméra de sécurité. Et a ouvert le portail pour eux. Cela confirme que le chauffeur connaît définitivement Hot. Cela complique beaucoup les choses pour lui car Hot et le chauffeur sont tous les deux des personnes très suspectes à ses yeux. Ils finissent par entrer dans le supermarché et Aeshan est juste fatigué maintenant qu'ils ont enfin atteint leur destination. Le supermarché est immense et il y a beaucoup de provisions dans l'entrepôt. Il n'y a pas non plus de caméra dans la zone, il semble donc que le bébé n'ait pas à s'inquiéter d'être repéré. Lorsqu'il utilise ses pouvoirs, il remarque que le vieil homme a apporté un râtelier d'armes avec lui. C'est ce à quoi on peut s'attendre d'un ancien soldat de la division spéciale de combat. Mais maintenant qu'ils sont dans le supermarché, l'homme qui les a guidés pendant tout ce temps a soudainement disparu. Il ne semble pas non plus y avoir de personnel dans le supermarché. Il n'y a donc aucun moyen pour eux d'acheter ou de passer à la caisse. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qu'ils sont censés faire dans l'entrepôt, ils entendent des applaudissements venant d'ailleurs dans le bâtiment. Ils regardent devant eux et voient l'homme de tout à leur sourire effrontément et tapoter les boîtes autour de lui, puis il déclare que tout dans le magasin a déjà été acheté par son organisation. Le moment que Aeshan redoutait le plus est enfin arrivé, la personne qui se tient devant lui n'est autre qu'un membre de l'organisation. Même le chien de Aeshan ne l'aime pas et se met à aboyer furieusement. Le chauffeur révèle enfin son vrai visage. Il avoue qu'il s'est servi de tout le monde pour avoir accès au supermarché. Maintenant qu'il en a fini avec eux, il est temps de s'en débarrasser comme de vulgaires déchets. Pendant son monologue vantard, Aeshan remarque immédiatement un tatouage sur le bras de l'homme, signe évident qu'il appartient bien à l'organisation. Avec un regard noir, l'homme déclare que le supermarché appartient désormais à la Société du Lotus de l'Est. Sa voix est pleine de menaces. Sa menace vise particulièrement le vieil homme militaire. Il sort une arme de sa poche et les avertit de ne pas bouger. Le nom de la société attire instantanément l'attention de Aeshan. Il réalise que cette branche de l'organisation est tout sauf ordinaire. C'est un groupe d'éclaireurs chargé de faire appliquer le projet de chasse. Ce groupe répand déjà ses crimes avant même que la calamité ne commence. Ce doit être leur raison de rassembler des provisions, car ils sentent la catastrophe arriver. Maintenant, Aeshan comprend pourquoi il avait un mauvais pressentiment à propos de cet homme. Quelque chose qu'il a senti dans son ton suffisant. Mais qui que soit cette personne, Baby Aeshan est prêt à le démolir. Pendant ce temps, l'un et le vieil homme saisissent rapidement la gravité de la situation. Et remarquent les laquais qui les entourent. Mais le vieil homme est préparé, il ramasse immédiatement une pelle et la lance sur le générateur. Elle frappe avec force et s'incruste dans la machine qui pourrait exploser à tout moment. Le bruit d'une explosion potentielle commence à résonner dans la zone. Le chauffeur, cependant, reste calmement debout, ce que le vieil homme ne manque pas de remarquer. L'instant d'après, l'homme sourit et sort une télécommande pour contrôler le chariot. Le vieil homme réalise que la situation lui échappe. Il bondit pour s'attaquer au chauffeur, mais au dernier moment, il est repoussé par une pile de cartons. L'instant d'après, le vieil homme se retrouve face au canon d'une arme. Avec un rire, le membre de l'organisation remarque qu'il ne laissera pas un ancien combattant militaire s'échapper si facilement. Il l'avertit ensuite de ne pas bouger. Mais de façon inattendue, Lin intervient, une arme à la main, et avertit l'homme de s'éloigner du vieil homme, sinon elle tirera. Elle exige de connaître ses motifs. L'homme, visiblement amusé, réalise à quel point elle est spectaculairement naïve de ne pas avoir saisi la situation jusqu'à présent. Il lui demande même si elle pense toujours qu'il est innocent. Après qu'il lui ait tiré dessus, Lin, toujours dans sa bulle joyeuse, propose de partager les provisions, comme si elle organisait un pique-nique. Il rit en fait de sa naïveté, qui est presque impressionnante. Elle agit comme si c'était elle qui menait la danse. Il lui rappelle ensuite l'époque où il lui a laissé le chien. Pas par gentillesse, bien sûr, mais parce que lorsqu'il est allé récupérer l'argent, le propriétaire était déjà mort. Alors naturellement, il s'est dit qu'il pourrait aussi bien se débarrasser du chien. C'est alors qu'elle est apparue et il a pensé qu'il serait amusant de voir comment elle jonglerait avec un chien adulte et un bébé. Étonnamment, les choses se sont bien passées à l'époque, mais maintenant, avec son arme prête, il rejette l'idée de partager les provisions. Il n'y en a tout simplement pas assez pour tout le monde. L'instant d'après,
tous ses laquais pointent leurs armes sur eux. Le chef déclare que les faibles comme Lin devraient mourir. Ce moment déclenche un souvenir chez Aeshan. Quand il était sous le contrôle de l'organisation. N'ayant d'autre choix que de manger des rats justes pour apaiser sa faim. À l'époque, il était méprisé, tout comme maintenant. Il sort de sa rêverie lorsque son chien se prépare à attaquer les voyous. Aeshan jette immédiatement la substance gluante sur le générateur, ce qui provoque une panne de courant. L'instant d'après, les ténèbres engloutissent tout. Et le chef crie à tout le monde d'arrêter de tirer jusqu'à ce qu'il trouve de la lumière. Au même moment, le chef lève son arme. Saisissant l'opportunité, Aeshan active son pouvoir et s'apprête à le frapper lorsque le vieil homme intervient soudainement. En donnant un coup de pied au chef à la place. Aeshan et le vieil homme se regardent avec étonnement. Aeshan comprend que c'est sa malchance d'être vu par le vieil homme qui fait partie de l'armée. Il pourrait finir par le considérer comme un monstre et il y a de fortes chances qu'il soit transformé en sujet de recherche à cause de ses pouvoirs, comme prévu. Le vieil homme pense à la même chose et se demande si Aeshan est un monstre. Juste au moment où il s'apprête à attaquer le bébé, Aeshan saute immédiatement et s'installe sur une étagère supérieure, juste dans l'angle mort du vieil homme. Le vieil homme allume sa lampe de poche. Aeshan avait également prévu d'allumer la lumière, mais il se méfie du vieil homme. Il ricane, réalisant qu'il n'a d'autre choix que de démolir le vieil homme en premier. Cependant, son plan est interrompu par un bruit soudain qui alerte tout le monde. Les gens lèvent les yeux et aperçoivent une substance gluante. Aeshan, avec un sourire suffisant qui distrait tout le groupe, prend sa place habituelle dans un chariot. Et se prépare à apprécier le spectacle. À sa grande stupéfaction, le Slim se transforme en un sosie du vieil homme. Il l'attaque et bientôt tout le monde se retrouve à combattre ses propres clones. Le vieil homme aussi se prépare à affronter son double. Maudit soit ce nouveau désastre, grommelle-t-il entre ses dents. Lin est terrifié de voir son clone parfait juste devant elle et le supplie de ne pas s'approcher. Sa voix attire l'attention du vieil homme. Il jette un coup d'œil en arrière et voit Aeshan pleurer à proximité, tandis que son clone essaie de grimper dans le chariot. Le vieil homme suppose qu'il a déjà vu ce clone. Ça veut dire que le plan de notre petit gars fonctionne à merveille, puisqu'il verse maintenant des larmes de crocodile. Il attend juste que le vieil homme se précipite à son secours comme un chevalier en armure étincelante. Comme prévu, le vieil homme attaque immédiatement le clone lorsqu'il essaie d'atteindre Aeshan. Cependant, il est frustré lorsque le clone se reforme sans effort grâce à sa nature de Slim. Réalisant que la force brute seule ne fonctionnera pas, il jette sa pelle de côté. Décidant qu'il est temps d'adopter une nouvelle stratégie mieux adaptée pour faire face à des monstres comme celui-ci, il ouvre sa boîte d'armurerie et sort son arme. Pendant ce temps, Lin parvient à vaincre son clone en utilisant un pistolet électrique, car l'électricité est une faiblesse connue des créatures de Slim. Aeshan vainc également son clone grâce à un barrage incessant d'attaques. Une autre faiblesse connue. À la fin, le vieil homme détruit son clone en utilisant la puissance de feu brut, mais la bataille n'est pas encore terminée. Un autre clone de Slim se lance sur l'un. Mais le vieil homme lui tire dessus au dernier moment. Cependant, la créature est toujours vivante et essaie de se reformer, mais le vieil homme continue de tirer, déterminé à en finir. Il ne l'a peut-être pas tué complètement. Mais il a certainement fait des dégâts importants. Mais au même moment, le boss se relève également, prêt à attaquer, juste au moment où le vieil homme reste occupé à combattre le Slim. Aeshan jure à voix basse. Tout en étant frustré par la situation. Il ne peut pas utiliser ses pouvoirs ouvertement, car cela pourrait révéler son secret. Il est pris par surprise lorsque le boss l'attrape soudainement et le prend en otage, avertissant l'un et le vieil homme de déposer leurs armes. Ce que le boss ne réalise pas, cependant, c'est qu'il vient de rendre les choses plus pratiques pour notre petit malin. Aeshan active silencieusement son pouvoir de Slim et prend le contrôle de l'un des laquais du boss. Ce laquais désamorce alors une grenade et, l'instant d'après, une explosion massive secoue la zone. Bien que le boss survive à l'explosion, il tient toujours Aeshan dans sa prise. Aeshan, cependant, profite du chaos à son avantage. Il repère un noyau de cristal de première qualité et l'attrape rapidement avec sa queue. Avant que quiconque ne le remarque, le boss, gravement secoué et presque tué dans l'explosion, se précipite dans une autre pièce et claque la porte derrière lui dans une tentative désespérée de se protéger. À l'intérieur de la pièce, plusieurs autres hommes de main attendent. Le boss déclare qu'il est temps de bouger et leur ordonne de préparer la voiture car ils s'en vont.
Les hommes de main commencent immédiatement à obéir. À ce moment précis, notre garçon remarque un autre tatouage. Celui-ci est gravé sur le côté du cou de l'homme, révélant son nom. Maintenant, tout devient clair pour Aeshan. Cette personne n'est autre que le véritable chef de l'organisation, Lee. C'est lui qui a transformé la vie de Aeshan en un enfer dans sa vie antérieure. À l'époque, cependant, Lee portait toujours un masque, c'est pourquoi Aeshan n'a jamais pu voir son visage. Qui aurait cru qu'il aurait la chance d'en être témoin maintenant? En tant que bébé, qui plus est. Le regard de bébé de Aeshan est si intense que Lee le ressent réellement et le gronde même avec agacement. L'instant d'après, une brume rouge commence à remplir l'air autour d'eux. C'est ce qu'on appelle une poussière cramoisie, un phénomène dangereux dans ce monde infesté de catalyseurs. Dangereux pour tout être humain. Ceux qui entrent en contact avec elle meurent ou se transforment en monstres. Cela explique pourquoi, quelques instants plus tard, plusieurs des laquais de Lee commencent à se transformer en bêtes grotesques et se précipitent vers eux. Mais Lee, dans sa cruauté habituelle, décide d'utiliser Aeshan comme appât à monstre. Sans une seconde pensée, il jette le bébé dans la pièce avec les créatures et s'enfuit, le laissant derrière lui. Aeshan, comme d'habitude, comprend bien le plan, mais il est prêt à libérer son véritable pouvoir, même en présence d'un témoin. Il sort le noyau de sa poche et l'active. L'instant d'après, il se transforme en un combattant adulte, prêt pour la bataille. Le monstre écrasant se jette sur lui. Mais ses tentacules interceptent l'attaque sans hésitation. Maintenant fusionné avec le noyau de cristal, ses capacités atteignent un nouveau sommet. Tellement amélioré que les monstres autour de lui ne sont presque plus perçus comme des êtres physiques. Une autre créature tente une attaque laser depuis son œil. Sans broncher, Aeshan avance directement à travers le faisceau et perce le corps de la créature. Il est presque amusé de voir avec quelle facilité il contrôle son corps. Ses tentacules se meuvent désormais avec une grâce mortelle, tranchant les monstres comme des légumes sur une planche à découper. Pendant ce temps, Lee regarde la scène se dérouler avec une horreur grandissante. Confus et bouleversé, il ne parvient pas à saisir l'identité de Aeshan. Ayant manqué la transformation du nourrisson en guerrier, un seul regard sur son visage pâle révèle tout à Aeshan. Il sait que Lee ne le reconnaît pas encore, ce qui rend la chose d'autant plus satisfaisante. Aeshan avance, les yeux sombres et déterminés. Il n'y a plus d'hésitation, le moment de la vengeance est enfin arrivé. Même terrifié, Lee se prépare immédiatement à se défendre. Il sort son arme et tire sur Aeshan. Heureusement, Aeshan est plus rapide que la balle elle-même. Bien que le corps dans lequel il s'est transformé ne soit pas son corps d'origine comparé à sa forme de nourrisson. La vitesse et l'agilité qu'il offre sont d'un tout autre niveau. Alors que Aeshan réduit la distance, à quelques centimètres à peine, Lee suppose qu'il doit être un monstre. Mais notre garçon ne lui laisse pas le temps de parler. D'un mouvement vif, il projette Lee à travers la pièce. Et le plaque contre un coin. Crachant maintenant du sang, Lee marmonne quelque chose à propos d'une histoire qu'il a entendue une fois de quelqu'un. Mais voit maintenant que c'était vrai. Aeshan se demande brièvement qui pourrait être cette personne, mais il n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Lee sort soudainement une seringue. Et s'injecte une étrange drogue. En quelques instants, son corps commence à se transformer de manière grotesque, se métamorphosant en une forme monstrueuse. Regardant la transformation, Aeshan réalise immédiatement la vérité, bien avant le grand catalyseur, l'organisation expérimentait déjà cette drogue. Une formule conçue pour transformer les humains en monstres sans leur enlever leur raison. Alors que le monstre grandit, Aeshan est visiblement terrifié. Il se jette immédiatement sur lui et, bien qu'il parvienne à peine à bloquer l'attaque, il riposte rapidement avec ses tentacules. Mais de ce seul affrontement, il réalise que son adversaire n'est pas une menace ordinaire. Le monstre poursuit son assaut incessant, le frappant avec des tentacules argentés qu'Aeshan esquive de justesse. Rien qu'en observant ses mouvements, Aeshan comprend que cette créature était censée le piéger dès le début. Un frisson lui parcourt l'échine lorsqu'il le reconnaît. C'est le même monstre qu'il a tué dans sa vie passée. Mais cette fois, il n'est plus la même personne. Il n'est plus cette version impuissante de lui-même. Et il n'a pas l'intention de mourir à nouveau face à la même bête. Avec une détermination renouvelée, il esquive chaque attaque avec une concentration aiguë et une énergie défiante. Puis, soudain, une puissante explosion se produit contre le monstre.
Alors que la poussière retombe, Aeshan voit le vieil homme militaire recharger ses armes avec des balles qu'il a volées à la Société du Lotus Oriental. L'ironie ne lui échappe pas. Le vieil homme utilise les armes du méchant pour une bonne cause. Pendant ce temps, Aeshan essaie de comprendre le changement soudain dans la bataille. Le vieil homme cible le monstre aux yeux géants, qui est apparemment Lee. Toujours déguisé sous sa forme monstrueuse. Regardant le cours des événements changer, Aeshan ne peut s'empêcher de sourire largement. Le jeu est en train de changer et cette fois, c'est en sa faveur. Lee se souvient de l'époque où il a rejoint l'organisation. Quand l'un de ses représentants l'a attiré en l'avertissant d'une catastrophe imminente dans le monde. Elle lui fait croire que rejoindre l'organisation est le seul moyen pour lui de survivre. Puis elle lui tend une drogue en cadeau pour son adhésion. Tout en ajoutant que cela peut l'aider à découvrir sa vraie nature. À ce moment-là, alors qu'il regarde le médicament, il n'est pas convaincu par ses paroles. Il pense qu'il connaît déjà assez bien sa vraie nature, mais une fois qu'il prend l'injection et réveille son côté monstrueux. Il devient convaincu qu'elle disait la vérité parce qu'il est né monstre, qui se nourrit de l'exploitation des faiblesses des autres. Par exemple, quand il n'est qu'un enfant, il dit à une grosse dame que son mari la trompe. Quand elle se met en colère, il ajoute. Comme preuve qu'il a entendu son mari la traiter de vilaine truie endormie il y a peu de temps. La femme, qui est peut-être déjà complexée par sa silhouette, le croit immédiatement. Et se met en colère contre son mari. Après avoir été frappé, le mari décide de divorcer. Quand il part, elle est dévastée par sa propre laideur perçue. Et comme un ange gardien, il l'attire dans son piège en promettant de la présenter à des gens qui ne la harcèleront certainement pas. C'est ainsi qu'il exploite le cœur des gens en gagnant leur confiance, puis en les drainant plus tard. Sa nature d'escroc a fait de lui un arnaqueur. Un monstre sous peau humaine. C'est pourquoi il est maintenant né en tant que monstre de niveau 4, le filou Lee. Jusqu'à présent, le monstre dont notre garçon est témoin n'est que des hallucinations. Il voit le monstre qu'il a tué dans sa vie antérieure et est terrifié par la fourberie de Lee. Pendant ce temps, Lee décide de ne pas gaspiller son énergie et attend le bon moment pour riposter et gagner à la fin. Soudain, il est touché par une balle. Et il sursaute en voyant le vieil homme prêt à l'affronter à nouveau. Il est frustré par la longue vie du vieil homme. Et il l'attaque immédiatement, mais le vieil homme reste caché, lançant des attaques sans se dévoiler. Lee attaque à nouveau, mais sa frappe est accueillie par une série d'explosions. L'affrontement crée une grande quantité de fumée et de poussière, ce qui l'empêche de voir clairement. Profitant de la situation, Aeshan se déplace dans son angle mort par derrière. Quand Aeshan attaque, Lee jure bruyamment, furieux d'être sorti de l'hallucination. Si rapidement, Aeshan s'avance et déclare que Lee n'est rien de plus qu'un escroc de niveau 4 qui ne pourra jamais être quelqu'un de spécial. Sur ce, il attaque Lee avec ses tentacules. Ce qui fait maudire Lee ses tentacules. L'instant d'après, Lee essaie de créer une illusion autour de Aeshan. Mais cette fois, ça ne marche pas. Il est frustré par l'échec de sa compétence. Aeshan se souvient du moment où il a goûté à la mort dans sa vie antérieure à cause de l'hallucination. Tout en remerciant silencieusement Lee, il libère toute sa puissance. Lee a peur alors que Aeshan, à la vitesse de l'éclair, se précipite vers lui. Lee saigne abondamment après avoir été attaqué par Aeshan. Aeshan lui demande alors calmement s'il en a fini. Mais intérieurement, il sait que ce n'est que le début. Dans 2 heures, une autre vague de poussière cramoisie frappera. Ce ne sera rien de comparable à ce que l'humanité a connu auparavant. Ce sera une marée déformée qui ouvrira les portes de l'enfer. Alors qu'il se prépare à achever Lee essaie de l'arrêter. Aeshan répond qu'il n'est pas intéressé par ses dernières paroles et est déterminé à en finir avec lui. Pendant ce temps, le vieil homme observe également la scène. Aeshan comprend que Lee est un adversaire coriace qui veut toujours se battre malgré toutes ses blessures. Il est donc préférable d'en finir en visant directement son coup. Au moment où il est sur le point de frapper, il est touché par une illusion. Sa mère apparaît. Elle le supplie, lui demandant s'il va la tuer elle aussi. Il hésite un instant, et cet instant lui coûte cher car il est touché par une série d'explosions. Profitant de l'ouverture, Lee attaque à nouveau et Aeshan parvient à peine à esquiver. Alors que Aeshan se relève, Lee déclare que quoi qu'il arrive, Aeshan ne pourra pas le tuer. Il peut maintenant lire clairement les pensées de Aeshan. Et prédire chacun de ses mouvements. Lee sait qu'il ne reste qu'une seule attaque à Aeshan. À ce moment-là,
notre gars envisage de laisser Lee au vieil homme. Au même moment, comme s'il lisait dans ses pensées, Lee esquive une balle tirée par le vieil homme et se moque de lui en lui demandant s'il compte rester là à ne rien faire. Comme toujours, Aeshan jure entre ses dents. Réalisant trop tard que les armes normales ne fonctionnent pas contre un monstre de niveau 4. Lee, devenant trop confiant, croit pouvoir percer les tactiques du vieil homme. Avec un rire menaçant et une déclaration qu'il est un être divin. Lee se dirige vers l'endroit où le vieil homme se cache. Mais dès qu'il atteint l'endroit, une grenade plantée par le vieil homme explose au moment où Lee entre. Voyant Lee blessé, Aeshan complimente les instincts aiguisés du vieil homme. Puis il se demande où est passé le vieil homme. Comme en réponse, le vieil homme apparaît derrière Lee et est sur le point d'attaquer. Mais Lee esquive au dernier moment. Lee se prépare à contre-attaquer, mais Aeshan crie son nom pour le distraire. L'interruption soudaine surprend Lee, qui sourit. Lee demande à Aeshan s'il veut connaître son avenir. Pendant qu'il est momentanément distrait, le vieil homme lui tire dessus. Soudain, une vision pénètre l'esprit de Lee alors qu'il se voit aux prises avec des faibles. Des gens qui sont en dessous de lui. Aeshan montre à Lee un avenir où il est toujours le perdant, toujours inutile à la fin. Aeshan lui dit que c'est son destin. Furieux, Lee se prend la tête et nie cette affirmation. Une autre vision apparaît, celle où il s'incline devant les autres dans une posture pathétique. Il refuse d'accepter cet avenir. Enragé, il se déchaîne sauvagement, mais finit par se blesser lui-même. L'instant d'après, il regarde tous avec incrédulité Lee se couper la tête. Observant la scène, Aeshan sourit. Il a finalement dupé le plus grand escroc de tous. Alors que la tête de Lee s'envole de son corps, il aperçoit une fois de plus les souvenirs de Aeshan. Ses yeux s'écarquillent de peur en voyant le monstre se tenir devant lui. L'instant d'après, sa tête tranchée touche le sol. Et il crie à Aeshan de sortir de son esprit. Il hurle sur Aeshan, déclarant que c'est ce que signifiait vraiment l'avertissement concernant le bébé. Le vieil homme jette un coup d'œil à Aeshan, son attention est à son comble. Lee continue, sa voix est tendue, que Aeshan est l'œuf de la calamité. Surprenant à la fois Aeshan et le vieil homme. Lee prévient qu'en lançant cette révolution, Aeshan a renoncé à toute chance d'une vie normale. Désormais, l'organisation le traquera sans relâche avant qu'il ne puisse en révéler davantage. Un autre coup de feu retentit. Et Lee est réduit au silence par une balle. Aeshan et le vieil homme se tournèrent rapidement vers la source. Une nouvelle silhouette sort de sa Jeep. Expliquant calmement que si l'on ne tue pas son ennemi à temps, il deviendra son propre ennemi. Au moment où Aeshan réalise que l'homme est de l'armée, il se met en alerte maximale. Le nouveau venu appelle le vieil homme professeur. Le remerciant pour la leçon même qu'il vient de prononcer. Il s'appelle Capitaine Lion, mais il est plus connu sous le nom de Loup des Neiges. Avant que l'élève et le professeur n'échangent des salutations, un autre monstre surgit derrière Lion. Sans même broncher ni bouger, il tue le monstre. Notre gars qui regarde derrière la boîte est stupéfait de voir ça. À ce moment-là, le vieil homme demande à Lion d'être là exprès. Parce qu'il a l'intention de rentrer chez lui et de s'occuper de son petit-fils tout en sortant son téléphone. Lion supplie son professeur de retourner au quartier général car ils sont en état d'urgence. Il lui montre ensuite une photo de sa petite fille qui est saine et sauve. Il lui rappelle que l'armée a besoin de son commandant. Tout en écoutant cela, Aeshan réalise immédiatement que ce vieil homme n'est autre que le commandant en chef de l'armée. Puis Lion demande au vieil homme s'il veut confirmer la sécurité de sa petite fille. Le vieil homme accepte de partir avec lui. Pendant ce temps, Aeshan a peur et ne sait pas quoi faire. Quand il bouge, cela attire leur attention. Avant qu'un instant ne passe, Lion est déjà sur lui, arme pointée. Heureusement, Aeshan s'est déjà transformé en sa forme de bébé. Lion demande avec suspicion s'il est le monstre qu'il a vu il y a peu de temps. Aeshan, pendant ce temps, est mort de peur. Se demandant si Lion va lui tirer dessus, mais le vieil homme intervient en informant son élève que c'est lui qui a placé Aeshan là. Tout en le prenant dans ses bras, il murmure à Aeshan de continuer à faire semblant. Avec ça, Aeshan se met à pleurer comme un bébé, ce qu'il est littéralement. Lion commente à quel point il va bien avec le bébé. Soudain, notre garçon sent une aura étrange venant de Lion et le regarde de près. À ce moment-là, il se demande s'il l'a déjà vu dans l'organisation. Plus tard, Aeshan est placé dans la nurserie avec les autres bébés.
Lorsque l'infirmière le place dans le berceau, Lion lui dit de retourner et elle obéit sans poser de questions. Tout en faisant semblant de dormir. Aishan écoute tout cela et s'interroge sur le lieu où se trouve le vieil homme. Il s'interroge également sur l'endroit où il se trouve. Soudain, un bébé se met à pleurer, attirant l'attention de Lion. Au début, il commande doucement l'énergie du bébé. Et lui demande de se taire, mais ensuite son ton change lorsqu'il utilise sa compétence pour endormir le bébé. Pendant ce temps, notre garçon est témoin de tout cela, les yeux grands ouverts d'horreur. Il se souvient que Lion est une figure assez importante dans l'organisation avec le nom de Code Tank. Non seulement ça. Il possède une capacité très rare et formidable, dans laquelle il peut exploiter et faire exploser le sang dans le corps de n'importe qui à volonté. Il sait que Lion a utilisé sa compétence sur le bébé, ce qui provoque une privation d'oxygène, rendant le bébé inconscient plutôt que de s'endormir naturellement. C'est quelqu'un dont Aishan sait qu'il doit se méfier, surtout après sa tentative antérieure de le tuer. Maintenant, Lion se dirige vers notre bébé. Pendant ce temps, Aishan pense à ses propres capacités. Qu'il a réveillé trop tôt, considérant que l'organisation vient de commencer. Il se demande s'il est déjà l'un des rares compatibles à réveiller ses pouvoirs avant la fin des temps. À ce moment-là, Lion décide d'inspecter Aishan et lui dit de se taire. Aishan retient son souffle tout le temps. Dès que Lion s'éloigne, Aishan pousse un soupir de soulagement avant de partir. Lion commente à quel point c'est amusant alors qu'il part. Aishan jette un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il est vraiment parti. Puis il se lève immédiatement. Il se souvient de Li, un escroc, quelqu'un qui peut manipuler les esprits. Aishan a des capacités comme l'absorption de niveau divin qui crée une barrière dans son esprit pour protéger ses pensées de Li. Maintenant pour se protéger contre Lion. Il règle son flux sanguin, le ralentit et permet au faux sang d'être automatiquement absorbé. Après l'avoir observé, il regarde autour de lui les autres enfants. Et se demande s'ils sont aussi les œufs de la calamité. Ce n'est pas comme s'il ne connaissait pas le terme. Il l'a entendu dans sa vie passée, mais en raison de son statut inférieur à l'époque, il n'a jamais eu accès à ce genre d'informations. Pourtant, il croit que Lion doit savoir quelque chose à ce sujet. Il analyse ensuite la situation avec l'armée, qui a été éliminée dans sa vie antérieure par l'organisation. Ses pensées dérivent vers le vieil homme qui ne fait clairement pas confiance à Lion, puisqu'il voulait vérifier personnellement comment allait son petit-fils. Il s'interroge aussi sur l'inspection que Lion a effectuée sur lui. Trop de pensées tourbillonnent dans son esprit. Puis il se souvient de sa mère et de son chien, mais il repousse rapidement ses pensées. Il n'est pas dans une situation où il peut penser aux autres. Pour l'instant, tout ce sur quoi il doit se concentrer, c'est son plan d'évasion. Il essaie d'ouvrir la porte avec son pouvoir, mais il ne peut pas l'utiliser. Il se souvient du noyau de cristal qu'il a obtenu plus tôt, qu'il a utilisé pour fusionner le pouvoir appelé Ombre Noire. Mais pendant le processus de fusion, il ne peut pas utiliser beaucoup de ses pouvoirs. Actuellement, il ne peut utiliser qu'Ombre Noire et Barrière Divine. Cette dernière l'aide à résister aux attaques mentales. Mais Ombre Noire est trop puissant et risqué à utiliser dans sa situation actuelle. Alors il décide d'attendre et de comprendre les intentions de ceux qui l'entourent avant d'utiliser ses pouvoirs et de risquer d'être découvert. Jusqu'à présent, faire semblant d'être juste un bébé a bien fonctionné pour lui. Soudain, il remarque quelque chose qui émerge d'un autre berceau. Il regarde un autre bébé, dont les jambes se transforment en branches d'arbre. Ce bébé doit donc être un autre compatible comme lui. Puis il remarque plusieurs autres bébés avec différents types de pouvoirs. Il se souvient que dans sa vie antérieure, ces bébés étaient toujours enfermés. Maintenant, il comprend qu'ils sont tous placés dans un endroit similaire à celui où il se trouve maintenant. Soudain, une liane l'attrape. Quand il essaie de se libérer, il ne peut pas. Il se demande un instant s'il doit utiliser ses pouvoirs maintenant ou non. Mais ses pensées sont interrompues par un autre garçon qui l'aide à se libérer. Il s'avère que c'est un petit garçon qui lui conseille de faire semblant de dormir, donc il devrait juste bien se comporter. Aishan est surpris de voir que le garçon n'a que 5 ans et qu'il maîtrise déjà ses pouvoirs. Soudain, il jure à voix basse en entendant un bruit derrière lui. Le garçon s'échappe immédiatement, disparaissant de sa vue. Aishan se retourne et voit des infirmières entrer dans la pièce pour une inspection. Et il fait rapidement semblant de dormir sur le sol. L'infirmière en chef ordonne à tout le monde de rassembler tous les bébés.
L'une d'elles le remarque allongé là et le ramasse. Pendant que tout cela se déroule, Aeshan se demande ce qui se passe réellement ici et ce qu'il prévoit de faire de lui. Après un moment, les infirmières placent tous les bébés sur le sol. Il ouvre légèrement les yeux et ne voit que des ténèbres qui les entourent. Une pensée glaçante lui traverse l'esprit, vont-ils être forcés de se battre à mort? Ce ne serait pas surprenant. Car c'était une tendance dans l'organisation pendant sa vie antérieure. Il sent également la présence de quelqu'un de l'organisation à proximité. Lentement, il commence à ramper alors que d'autres bébés commencent également à se lever. Quand il lève les yeux, il aperçoit Lion à l'étage supérieur. Avant de pouvoir analyser quoi que ce soit d'autre, il voit un monstre se diriger vers un bébé. Au début, il suppose que ces bébés vont être des proies pour le monstre. Car il se souvient qu'il n'y avait pas de bébé dans sa vie antérieure. Puis il remarque que le monstre est retenu par des chaînes. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont en sécurité maintenant. Il suppose que les chaînes ne sont que temporaires. Et que le monstre sera probablement libéré plus tard. Tous ceux qui l'entourent ont également peur de le voir. Le garçon d'avance avance. Ramasse le bébé qui pleure à proximité du monstre et le place loin. En regardant les bébés et Lion, il en conclut maintenant qu'ils ont tous été rassemblés ici. Pour combattre le monstre afin de réveiller de force leur pouvoir. Le but de rassembler ces bébés ici doit être le plan de l'organisation connu sous le nom de plan du chien de chasse. Après Lee, le plan est confié à Lion. À ce moment-là, Lion révèle qu'il faisait juste semblant devant son professeur. Puis il demande poliment à tout le monde de ne pas le décevoir et appuie sur le bouton pour commencer leur test. Avec cela, les chaînes du monstre se brisent et il se précipite vers notre garçon. Mais il parvient à peine à l'esquiver. Dans le processus, son oreille est blessée. Il regarde le monstre qui pourrait être de 2e niveau. Il est convaincu qu'il peut le vaincre. Mais il n'est pas si sûr des autres. Il regarde autour de lui les autres qui sont morts de peur. L'un des bambins se met à pleurer, attirant l'attention du monstre. Maintenant, il se dirige vers ce bébé. Mais la fille à côté du bambin a peur et avec cela, son pouvoir de branche d'arbre s'active. Plusieurs lianes s'enroulent autour du monstre. Aeshan lève le pouce vers la fille. Et espère qu'elle pourra tenir bon. À ce moment-là, Lion remarque également son pouvoir qui est identifié comme un type de liane. Il la complimente en disant que c'est un bon pouvoir, surtout si l'on considère qu'il n'est qu'au niveau 1. Son attention se porte ensuite sur notre garçon qui n'a encore montré aucun pouvoir. Pourtant, il est convaincu que Aeshan doit être un utilisateur de pouvoir. Dans son esprit, il croit que Aeshan activera définitivement ses pouvoirs une fois poussé dans des conditions extrêmes. Avec cela, le monstre se libère des lianes et se prépare à libérer toute sa puissance. Aeshan est saisi en constatant la gravité de la situation qui se déroule sous ses yeux.